It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. It's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain, nothing to lose. Good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau jour de brocante. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener chiner dans un des plus beaux salons de France, le salon Antiquité et Brocante de Bastille, qui se tient 2 fois par an à Paris. Ce sera l'occasion pour nous de parler histoire avec un grand H, patrimoine, objets étonnants avec des professionnels éclairés. Une occasion qu'il ne fallait donc absolument pas manquer. Nous y sommes, alors si vous êtes prêts, le sommaire. À quelques encablures de la place de la Bastille, les chineurs parisiens se sont pressés dans cette salle des ventes pour la journée des expertises gratuites. Au programme du commissaire-priseur Cédric Mélado, ce flacon de parfum grand format, un recueil de poésie illustré par Picasso et un Mickey qui a une particularité. Il a 4 doigts normalement, et là notre Mickey, avec son poing serré, il en a 5. Donc c'est une greffe. Jour de brocante vous emmène à la rencontre de Pascal. Ce fils et petit-fils de cheminot collectionne tout ce qui se rapporte à l'univers des trains, y compris les sons, de quoi faire revivre les 5000 objets de sa collection. Patrice Gorlez, brocanteur et titi parisien, va nous apprendre à chiner comme des pros dans les locaux de l'association Neptune à Montreuil. Au milieu de ces 1000 mètres carrés de hangar, il faut un œil affûté comme le sien pour ne pas manquer une bonne affaire. C'est de la bonne brocante, c'est toujours de la marchandise sympathique et qui malgré tout se raréfie. Bienvenue à la Feuillet, chez Véronique et Philippe. Dans cette maison d'hôte, chacun son domaine. Philippe est en cuisine, quand Véronique, elle, s'occupe de la décoration. Et comme un clin d'œil à ses invités, elle a joué la carte du mobilier d'hôtel avec ce porte-bagages. Ça a toute sa place, bien évidemment, dans un hall d'entrée pour une maison d'hôte. Mais pour commencer, retour sur la place de la Bastille, où Églantine nous attend pour en découvrir les secrets. D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares, t'entends à chaque fois que tu respires. Nous voici donc sur la célèbre place de la Bastille, devant la colonne de Juillet. On l'oublie parfois, mais elle a été élevée en 1840 pour célébrer les 3 Glorieuses, ces 3 journées de révolution de juillet 1830. Je vais retrouver dans un instant Marc. Il collectionne les anciennes cartes postales et avec lui, on va remonter le temps pour voir à quoi ressemblait cette place il y a plus d'1 siècle. Et ça continue encore. Bonjour Marc. Bonjour Églantine. On sait tous évidemment qu'ici il y avait la fameuse prison de la Bastille. Ça ressemble plus à rien. Dites-moi juste pour commencer, elle était où cette prison? Alors la prison était là, ici, entre le boulevard Henri IV et la rue Saint-Antoine, à la place de ce café, c'était là. Rouge là maintenant. Il y a des traces encore au sol. Alors il y a une délimitation. Alors la ville de Paris a délimité au sol les traces de l'emplacement de l'ancienne Bastille. Il y a des petits pavés en grès de couleurs différentes des pavés de parisiens qui vraiment vous délimitent et vous montrent l'emplacement exact de la Bastille. Mais en fait, c'est ces fameux pavés qu'on voit, voilà. On ne le sait pas toujours, mais ce sont des traces de l'ancienne prison de la Bastille. Vous voyez, j'étais persuadée que cette prison aurait été à la place de l'Opéra Bastille. Non, la prison était là. À la place de l'Opéra, vous aviez la gare de Vincennes. Ah, montrez-moi ça. C'est la gare de Vincennes. Voilà, la gare de Vincennes qu'on appelle aussi gare de la Bastille, qui allait au terminus à Vincennes. C'est celle qui servait à aller guincher sur les bords de Marne. Ah Elle a servi jusqu'à quand cette gare? Alors elle a servi jusqu'en 1969. Elle est magnifique cette gare. C'est une très très belle gare. C'était d'ailleurs le même architecte que la gare de Lyon. C'est une gare typiquement Napoléon III, 1859-60. Elle a été détruite à quel moment exactement? 84-85. Pour faire l'Opéra Bastille. Absolument. Et ça, c'est Mitterrand qui avait fait ça. Ça, c'est Mitterrand qui a décidé de l'Opéra Bastille.
Ça, c'est une vue de la colonne de Juillet, avec la foule pendant le... Qui n'a pas bougé. Qui n'a pas bougé. Elle est toujours là. Il y avait pendant la du guerre, monde, pendant effectivement. des défilés, etc. Donc évidemment, tout le monde montait sur les colonnes comme on a toujours fait. Qu'est-ce que vous m'avez amené La d'autre? dernière, c'est une très belle vue de la C'est joli. station de métro Bastille. C'est la première ligne de métro qui avait été construite pour l'Expo 1900. C'est une des principales stations de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de stations, beaucoup moins que maintenant. Et voilà, ça c'est la station de Guimard, Elle a complètement l'extraordinaire disparu. bâtiment de Guimard 1900, Quel qui dommage. était là devant les grilles, donc derrière la colonne, là dans l'axe, à l'emplacement de la brocante actuelle. Mais vous savez pourquoi on l'a enlevé et quand? Dans les années 60, c'était plus à la mode, ça devait être en mauvais état, ils n'ont pas trouvé forcément les verres pour remplacer, donc ils ont trouvé plus simple de détruire, comme ils ont fait pour d'autres stations de métro de Guimard, Quel malheureusement. dommage, c'est quand même magnifique, Mais hein. c'était vraiment un très très beau bâtiment. Merci beaucoup Marc, en tout cas, pour ce petit bout d'histoire. Je vous rends vos cartes. Je Merci, sais qu'elles c'est vous sont gentil. très précieuses. Merci, elles sont vraiment, c'est vraiment très Moi, bien. je vais retourner sur la brocante. Je ne sais pas si vous y allez aujourd'hui. J'y ferai un petit tour tout à l'heure, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être Au revoir. à tout à l'heure alors. Merci. Au revoir. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Ça n'est pas toujours évident de connaître avec précision la valeur des objets que vous avez trouvés en brocante ou que vous avez chez vous. Et pourtant, sachez qu'il existe une solution. Dans toute la France, des commissaires-priseurs expertisent vos objets. C'est gratuit, c'est pour vous. Jour de Brocante a choisi de suivre une de ces journées d'expertise. À quelques pas de la place de la Bastille, dans une petite rue du 11e arrondissement de Paris, Cédric Mélado, commissaire-priseur, accueille les Parisiens pour une journée d'expertise gratuite. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien. Dans cette maison de vente, qui ressemble à une galerie d'art, chacun attend patiemment son tour. Cette dame est le premier rendez-vous de la journée. Elle est venue avec un flacon sur lequel elle se pose des questions. Un flacon de parfum peut-être. J'espère avoir des informations dessus. Madame, bonjour, c'est Cédric Mélado. C'est ce qu'il y a dans le panier? Absolument. Cédric Mélado, très galant, n'hésite pas à donner un petit coup de main. C'est un objet que mes enfants m'ont offert, qu'ils ont acheté sur une brocante. Et il faudra en savoir un peu plus. Voilà. Ah, c'est qu'un des Ce éléments. n'est qu'un début. Le flacon est loin d'être une miniature. Donc ça, c'est son bouchon qui se positionne. Voilà. Comme ça. Là, on est dans un flacon de parfum très facile à utiliser tous les jours, hein, très pratique. Tous les parfumeurs ont réalisé des grands flacons décoratifs, démonstrations. L'inspection de l'objet commence par le bouchon. La meilleure façon d'identifier un accident dans le verre, c'est de le toucher. Et en passant la main, vous sentez tout de suite s'il y a une aspérité, s'il y a un bord coupant. Et c'est le cas à 3 endroits sur le bouchon. Mais par chance, pour une fois, ces éclats ne vont pas déprécier l'objet. Donc le premier éclat qui est à l'intérieur va épouser la panse du flacon, donc on ne le voit pas, et les autres, à peine. Comme on est face à une pièce avec beaucoup d'aspérité, beaucoup de relief, en fin de compte, c'est ce qui nous sauve. ça se fond dans le décor. Ah, c'est de la chance. Alors, est-ce qu'on a une marque? Oui, on a quelque chose en dessous. Alors, Jean-Claude J3, oui, G-I-T-R-O-I-S, oui, c'est lui, c'est une pièce réalisée par Jean-Claude J3. Une surprise pour cette dame qui n'avait jamais repéré la signature. Non, alors je n'ai pas vu, non, puis ça doit dépendre de la façon dont on le regarde. Je vais regarder rapidement si on peut avoir le nom du modèle, parce que là, on est dans quelque chose qui doit être référencé, qui a dû exister en plus petit format aussi. En quelques clics, notre commissaire-priseur retrouve la trace de ce parfum sur Internet. Effectivement, c'est une grande version d'un parfum d'une eau de toilette qui s'appelait J3, réalisé par Jean-Claude J3 dans les années 90. C'est quelque chose qui est très collectionné, les flacons de parfum. En général, pour ces pièces de démonstration, aujourd'hui, quand on les présente en vente aux enchères, ça tourne autour de 200 à 400 euros. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci, maître. Merci, madame. Je vous laisse bien emballer, il y a déjà 3 éclats, il ne faudrait pas en faire Merci, comptez sur moi. d'autres de plus.
Une bonne information pour cette maman, mais elle n'est pas décidée à laisser le cadeau de ses enfants aux enchères. Je suis très contente. C'est pas tant pour l'estimation de la valeur que pour l'histoire des objets que ça m'a beaucoup intéressée. Je suis ravie. Place à ce monsieur, venu avec de nombreux tableaux très bien emballés. Et dans le lot, c'est le plus petit d'entre eux qui a retenu l'attention de Cédric Mellado. Souvent, c'était des tableaux qu'on achetait lors de voyages. Il faut imaginer les Parisiens, les Allemands, les grands lords anglais, une fois dans leur vie, faisaient le grand tour de l'Europe. Ils partaient comme ça. Lors de ces parcours initiatiques, les voyageurs revenaient avec des tableaux, pareils aux cartes postales de l'époque. Il n'y avait pas d'appareil photo. L'appareil photo est arrivé dans la seconde moitié du 19e siècle. Non, pour avoir une trace, il fallait prendre son pinceau. Et là, on est dans des régions montagneuses, donc c'est peut-être un paysage du nord de l'Italie, de la Suisse, ou encore en France, avec ses lacs, avec les montagnes. Les architectures comme ça, je pense que c'est plus un caprice de l'artiste. C'est un peu des fantaisies, c'est des paysages imaginaires. Car les artistes ne peignaient pas la réalité des sites, mais plutôt mélangeaient leurs impressions des paysages visités. Joliment peint, sur panneau de bois, c'était plus solide. Oui, pour le transport. Ça permettait de transporter beaucoup plus facilement. Pour moi, ça doit être italien, dans l'esprit, dans la touche, au milieu du 19e siècle. Donc c'est assez sympathique, c'est charmant. Une estimation en vente, il faut mettre 80 à 100 euros et puis après on voit, mais c'est plaisant. Une peinture qui parle à notre commissaire-priseur, au point de nous dévoiler son âme de poète. On a envie de s'asseoir à côté d'eux, de converser avec ces personnes qui sont peut-être en train de réciter des vers de poètes latins ou grecs. On s'imagine très bien dans cet endroit-là. Et donc l'artiste a bien réussi son travail parce qu'il nous prend un petit peu avec lui dans cette pièce. Et la fibre poétique de Cédric Mellado n'a pas fini d'être touchée, car notre collectionneur de peinture est aussi amateur de poésie. Il a d'ailleurs un recueil à faire expertiser. Un livre sur Georges Junier, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors Georges Junier, ici la voix, chez Séguer, avec Picasso, un nom magique dans le marché de l'art, donc qui a peut-être illustré ce livre. Pour expertiser les livres, et notamment ce recueil de poèmes de Georges Junier, écrivain du XXe siècle, notre commissaire-priseur procède par étapes. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces livres-là? Ça va être le sujet, les illustrations, s'il y en a, et éventuellement la reliure. Quand vous combinez ces trois éléments, ça vaut des fortunes. Ça vaut des fortunes. Là, on est avec Georges Junier. Bon, il n'y a pas eu de reliure particulière, c'est complètement simple, mais avec des illustrations de Picasso. Donc, on va regarder si c'est un tirage limité, et c'est le cas. Le recueil de ce chineur fait partie d'une série imprimée sur un papier rare, en 60 exemplaires. Et donc, avec cette illustration de Picasso, datée 1944. Alors, c'est pas une œuvre originale, c'est de l'impression, on voit bien, sur les marges sont très très droites. En revanche, le fait qu'il y ait une dédicace... Donc on va regarder à la loupe. Pour moi, ça a l'air d'être dans la planche, dans la feuille, imprimée et pas de la main de l'artiste après. Ce monsieur espère qu'il s'agit d'une dédicace originale de Picasso à son ami poète. Donc oui, c'est de l'impression. D'accord, bon, ben, voilà. Une petite déception pour son propriétaire. Si ce dessin était original avec la signature de Picasso, c'est un livre qui, en estimation, on serait tout de suite autour de 15-20 000 euros en prix de départ. Mais l'expertise de notre commissaire-priseur va être bien moins élevée. Vous l'avez peut-être payé entre 400 et 600 euros, ou un peu plus cher que ça. Un petit peu moins. Un petit peu moins? Bon, ben voilà, 300. Donc, pour moi ça doit valoir... Voilà, il faut voir exactement les tirages, mais quand on est face à ces textes-là, à l'état, ouais, 300-500 euros, c'est pas idiot comme prix. C'est des choses qui plaisent, toujours les illustrer, voilà, c'est à garder, c'est à lire, c'est à feuilleter, ça a l'air très intéressant. De quoi rassurer ce monsieur, bien décidé à le garder. C'est un ouvrage que j'aime bien, donc effectivement, bon, je savais que c'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, bon, ça a une certaine valeur, et puis vu l'histoire et le milieu que j'aime bien, j'ai été plutôt agréablement surpris.
C'est au tour de ce monsieur, venu avec un objet qui va réveiller l'enfant qui dormait en Cédric Mélado. C'est un vieux Mickey que j'ai acheté aux États-Unis. Ma fille fait une grande collection de Mickey. J'aurais voulu savoir si vous avez quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça peut valoir? C'est très amusant ce système. C'est rigolo, hein. Car il ne s'agit pas juste d'un ancien jouet, mais d'un Mickey qui marche quand on lui appuie sur les mains. Il est en bon état. Bon, il y a quelques rayures au niveau des oreilles. Pour connaître l'histoire de ce jouet, le commissaire-priseur recherche des marques et des indices, et ça ne loupe pas. Walt Disney Productions, marqué Claude Rey et Made in France. Vous êtes allé aux États-Unis récupérer un objet français. Eh oui, je suis allé loin pour ça. Claude Rey, c'est une compagnie qui a été créée par M. Claude Refaber dans les années 60 en France et qui a travaillé dans les années 60-70. Ce Mickey date, je pense, des années 70. Il doit aussi avoir des Donald, des Pluto, et puis d'autres types de poupées, d'autres types de jouets. Cette signature d'un grand fabricant de jouets va mettre Cédric Mélado sur la piste d'un détail peu commun pour un Mickey. Il a 4 doigts normalement, et là notre Mickey, avec son poing serré, il en a 5. Donc je pense que là, ici, notre ami Claude Rey a dû réutiliser des mains d'autres poupées, d'autres jouets, en les adaptant sur notre ami Mickey. C'est une greffe. C'est une greffe. On va voir si votre fille va le trouver, ça. Je vais lui demander quelle est l'originalité. Quelle est l'originalité de celui-ci? Voilà. Moi, j'ai payé 150 $. Est-ce que ça les vaut? Est-ce que je me suis fait avoir? 150 $, ça fait 130 €. Donc, au cours de l'euro aujourd'hui, pour moi, oui, ça les vaut. C'est tout un symbole, Mickey, de notre enfance, de votre enfance, de tous les enfants. Donc oui, c'est quelque chose en vente aux enchères qui peut facilement être estimé, même un petit peu au-dessus de ce que vous avez payé, 150 à 200 €. C'est assez original, rudimentaire mais original d'avoir inventé ce petit système de Mickey galopant et qui fait un jouet d'enfant très intéressant à l'époque et un jouet de collection aujourd'hui. Une belle trouvaille pour ce monsieur qui a bien fait de se laisser tenter par ce Mickey. Alors, je suis assez content de ce que j'ai appris, l'expertise était plutôt sympa. Il est fabriqué en France, qui est apparemment original. Et puis il a ce petit défaut de main à 5 doigts, alors que Mickey n'en a toujours eu que 4. La journée finit sur une jolie touche de fantaisie, avec, pour ce papa, la certitude de faire un joli cadeau à sa fille pour Noël. Si vous vous trouvez du côté de la place de la Bastille, n'hésitez pas à aller vous balader juste derrière, sur le port de l'Arsenal. Il a été construit au 19e siècle et relie le canal Saint-Martin à la Seine. Si à l'époque c'était un port de marchandises, aujourd'hui c'est devenu un joli port de plaisance. On peut se balader sur les quais, regarder passer les bateaux et s'imaginer en vacances. Ça. Je vais le laisser comme ça, c'est plus joli. Est-ce que cette semaine encore, je suis tombée sur un objet mystérieux? Eh bien oui, évidemment, puisque toutes les brocantes en regorgent. Regardez, voici celui du jour. Qu'est-ce que c'est cet objet? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la question, monsieur. Ah monsieur, je sais pas. Eh, il faut trouver. Alors je vous aide quand même, regardez. Voici, si je tourne la tête du chien, je dévisse. Il y a un contenant. Oui. À vous d'essayer de deviner à quoi ça servait. Tu mets de l'huile dedans? On met pas d'huile dedans, non. Pour allumer une lampe. Pas du tout. Un briquet? C'est pas un briquet. Une mascotte, mais... Non. Ça me paraît trop grand. C'était vraiment utilitaire. Pour allumer? Non. Regardez bien, la mèche, elle n'est pas abîmée. Pour distribuer des mèches? Non, pas du tout. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Non, pas du tout. Pour nettoyer les lunettes? Non plus. Non, je vois pas. C'est étonnant, Parfumeur? Non. Ça serait assez joli. Ça serait assez joli, c'est pas ça. Puis alors le chien, il y a peut-être un rapport avec la chasse? Pour être honnête, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est juste décoratif. Ah, je vais vous laisser continuer à chercher. Ah oui, bah oui. Il va falloir regarder l'émission. Ben voilà, j'aurais bien aimé trouver. Merci beaucoup. Voilà l'objet mystère du jour que moi personnellement j'adore. Je trouve ça très très joli. Mais à quoi sert-il? Personne ne trouve. Je vais retenter ma chance tout à l'heure.
les fameux trains miniatures. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours été fascinée par ces trains miniatures qui serpentent au milieu des décors reconstitués. Eh bien, certains les aiment tellement qu'ils les collectionnent. C'est le cas de Pascal, fils et petit-fils de cheminot. Pour nous, il remet ses souvenirs d'enfance en marche. Direction la Bourgogne, terminus Montchanin. Dans le brouillard du matin, nous retrouvons Pascal, un mordu de train qui passe le plus clair de son temps à se balader sur les voies. Car celui qui se fait appeler le chef de gare collectionne tout ce qui touche à l'univers ferroviaire et n'hésite pas à faire revivre ses trouvailles de brocante, comme cette trompette de voie des années 50. Alors c'est une trompette qui permet donc d'avertir les poseurs sur la voie, donc sur le chantier de la voie, qu'un train arrive et qu'il y a un danger. Mais Pascal doit faire vite, car s'il est là aujourd'hui, c'est pour collecter un patrimoine qui ne se chine pas, le son. Ces sons en boîte, Pascal se remet en route. Direction son musée personnel, installé dans le sous-sol de la maison familiale. Il chine depuis l'âge de 13 ans et a accumulé plus de 5000 objets des années 50 à aujourd'hui. Et c'est justement grâce à ces sons qu'il les fait revivre. Voilà, donc c'est ce que j'enregistre partout, sur tout le territoire du chemin de fer. Donc j'enregistre les bruitages dans les gares, dans les postes d'aiguillage et sur les quais. Quand j'entends tous ces sons, j'ai l'impression de retrouver mon enfance, mes souvenirs. Car Pascal est fils et petit-fils de cheminot. Il a grandi dans les gares. Dès l'âge de 4 ans, mon papa m'a fait monter dans une locomotive à vapeur. Et depuis ce temps-là, je suis mordu par l'univers du ferroviaire, une passion qui ne m'a jamais quitté. Et les souvenirs de Pascal se ravivent particulièrement lorsqu'il s'assoit sur ce bureau, celui de son grand-père, chef de gare dans les années 50. J'ai eu la chance de récupérer tous les objets de son lieu de travail qui sont très sentimentaux pour moi. Le chef de gare assurait la vente et le compostage des billets. Il avait aussi une autre mission, donner le top départ du train pour lequel il utilisait un objet bien spécifique. Alors ça, c'est la palette du chef de gare. On actionne avec le pouce et vous avez le volet de la palette qui s'ouvre en donnant une petite action sur le levier. Et on fait un geste de droite à gauche pour signaler le départ du train. Alors cet objet, je le trouve très joli parce qu'il est très coloré. Et en plus, pour moi, c'est un objet très sentimental puisque avec mon grand-père, on allait sur le quai de la gare. Il me donnait cet objet entre les mains et j'actionnais la palette devant le contrôleur du train et c'était merveilleux. Bien plus qu'un simple hommage à ses aïeux cheminots, la collection de Pascal est une ode au train de sa région. Ceux qui ont circulé sur la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, comme cette reproduction de locomotive en tôle. Cette locomotive a roulé sur la ligne Le Creusot-Nevers. Elle transportait tous les jours, le matin de bonne heure, les ouvriers à l'usine du Creusot, où étaient fabriquées les locomotives. Nous avons les logos SNCF qui sont reproduits et tous les détails, l'échelle, la cabine de conduite. Tout est très réaliste pour l'époque sur cette machine. Alors, cette locomotive, dans son bel état, est un objet qui peut se chiner entre 150 et 200 € et voire plus si on a la boîte d'origine. Car ces modèles des années 50 sont rares. Il aura fallu que celui-ci survive aux différentes générations d'enfants et de jeux pour qu'un jour, il séduise Pascal sur une brocante. Je pense à tous ces enfants qui ont joué avec ces petits trains électriques qui étaient très chers pour l'époque, puisque un jouet comme celui-ci représentait 1 mois de salaire pour un ouvrier. Je me remets à la place de ces enfants qui avaient la joie pour Noël d'avoir ce jouet électrique dans leurs mains.
Mais les objets qui font le plus voyager Pascal se trouvent dans ce recoin. Tous ont appartenu à ces deux trains mythiques que sont l'Orient Express et le Train Bleu. Ces deux trains faisaient partie de la compagnie internationale des wagons-lits, très recherchés par les collectionneurs, puisque bon, c'était les trains riches et nobles de l'époque. À l'intérieur de ces trains de prestige, tous les accessoires étaient estampillés. Alors mon objet fétiche, c'est ce coffret qui comporte des petits accessoires en forme de butoir. Ce sont des reposes couteaux. Et ce petit objet fétiche était en accessoire, donc avec les couverts de la CIWL. Et on posait le couteau sur le repose couteau. Des couteaux qui portaient le sigle de la compagnie des wagons-lits, CIWL. J'ai eu la chance de le chiner dans une brocante pour 20 €, mais un coffret en l'état peut se négocier entre 200 et 300 €. Et pour Pascal, cette boîte de couverts suffit à faire défiler les images. Voir ces gens en tenue de soirée, manger, dîner, au bruit du roulement du train, ça fait rêver. C'est le voyage lointain, international. On part dans le rêve du voyage. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon. Le premier geste qu'on fait quand on rentre chez soi l'hiver, c'est d'enlever son manteau, son écharpe et de les suspendre. À quoi? À une patère ou à un porte-manteau. Ceux qui possèdent le plus de charme, c'est en brocante qu'on les trouve et c'est là que je vous emmène. Venez, c'est là. Bonjour Thierry. Oh Églantine, bonjour. Vous allez bien? Eh bien, vous en avez installé des patères. Hein. Ah oui, oui. Il y a une variété incroyable. Mais oui, ben là on a un échantillon représentatif quand même. Hein. Ça c'est un peu les années 50 et en fait c'est dans le suivi des vieux modèles 1900 qui sont en fait les plus vieux qui sont ceux-là. Donc en fait c'était le modèle qu'on appelait le modèle bois-bois. C'est porte-manteau et porte-chapeau en fait. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça. Hein. Là on a, bon, c'était vraiment le modèle élaboré où on a plusieurs parties de bois. Oui. Une belle attache. Ça s'appelle patère de toutes les manières. Le mot patère, c'est simplement quand c'est accroché au mur? Non, alors, tout seul, on appelle ça une patère. Oui. Monté sur une planche de bois, on va appeler ça un porte-manteau. Voilà. Ah d'accord, tout simplement. Vous les vendez dans quel prix, ce genre de patère? En fait, les patères, les prix varient de 10 à 20 €. Et après, ben, en plus, vous en avez sur une planche, vous faites la multiplication. Ah, c'est quand vous dites 10 ou 20 €, c'est par patère, par patère individuel. Ouais. Vous vous souvenez, c'est comme les lamelles de radiateur. Le prix dépend du nombre de lamelles. Là, c'est pareil. C'est quoi les patères les plus anciennes que vous ayez? Alors, les plus anciennes, bon, en fait, c'est beaucoup des 19e. En haut, là, vous avez des Napoléon III. À quoi vous les reconnaissez? Ben, en fait, vous avez toute la partie au niveau du laiton et après les boules de porcelaine. Voilà. Et ça, c'est typique le noir est typique Napoléon III. Napoléon III, oui. Et après, voilà. Et les boules de verre aussi. Voilà. Je vois quelque chose là quand même, Thierry. Dites-moi, c'est bien un porte-manteau, ça? Alors, c'est un porte-manteau. Il est magnifique, celui-là. Voilà. Alors, je le cache un peu parce qu'il me sert d'étagère. J'appelle ça une bagagère. Une bagagière, parce qu'on pose le bagage dessus. On pose le bagage dessus. Ça veut dire que c'était dans les trains? Alors, souvent, le mot train revient, mais en fait, c'était plus un modèle un peu de luxe parce qu'on a un beau canage. On a une glace ovale biseautée. Il est voilà. magnifique. Et vous le vendez à quel prix? Celui-là, il dépasse. Thierry ne veut pas le vendre. Voilà, je veux pas le vendre. Je veux que les gens soient comme vous, le plaisir d'aller le chercher voilà. comme ça. Bah alors, voilà, je vais le recacher comme ça. Hop, il sera pour moi. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. Est-ce que vous avez des porte-manteaux sur pied, vous voyez? Ce qu'on appelle les perroquets. On va en avoir en face. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wished that I could fly. C'est le style Ims, c'est ça? C'est inspiré du style Ims, mais Ims, bon, il faut être honnête, vous n'en trouverez pas sur le marché. Oui, c'est sûr, c'est pour ça que je dis bien, c'est le style Ims. C'est le style, bon. Ims avait créé un porte-manteau qu'on appelait comme ça le Hang It All. Pour accrocher tout. Tout ce pour qu'on accrocher voulait. tout, voilà. Ça a eu tellement de succès qu'il a été repris, recopié, et c'est devenu comme ça, le modèle qu'on voit beaucoup sur les brocantes. Que vous vendez, c'est abordable? Le prix du marché, là, donc là on peut dire qu'il y a quand même des cotes là-dessus, à 50 € près, 200, 250 € un produit comme ça. D'accord.
Thierry. Allez, au revoir. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Avez-vous réussi à résoudre l'énigme de l'objet mystère? Non? Alors je vous donne un indice. Regardez, le revoici, regardez-le bien. Je vous rappelle qu'il y a un réservoir. Dans ce réservoir, on mettait de l'eau, ce qui permettait de mouiller la mèche. Et c'est ça qui est important, c'était très pratique pour l'usage qu'on faisait de cet objet mystère. Ça vous aide? On va voir si ça aide les passants ici, les chineurs. Est-ce que ça vous aide, ça, depuis tout à l'heure? Pour éteindre les cigarettes, éteindre les cigares. Non, pas du tout. Nettoyer les oreilles du chien. Pour nettoyer les oreilles du chien. Il y a quand même de bonnes idées, hein. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on fait d'une mèche mouillée? C'est une mini serpillière. Parfumé? Non, c'est pas du parfum, c'est vraiment que de l'eau sur la mèche. Oui? Pour une vitrine d'objets précieux. Non, vous avez la moitié de la bonne réponse. Un humidificateur. Ce qui est important, c'est cette mèche humidifiée à l'eau. Pour coller Ah les oui. timbres? Monsieur, vous avez dit? Oui, je pense que ça sert à coller les timbres. Pas mal, c'est presque ça. Alors, c'est pour coller, non pas le timbre, mais l'enveloppe. Alors là, madame, bravo, bravo. Alors madame, non, on va pas s'arrêter là, en si bon chemin. Maintenant, vous allez me trouver le nom de cet objet. La mèche est mouillée et effectivement, ça colle les enveloppes. Un mouille postal? Vous n'y arriverez pas. Vous avez résolu la première partie du mystère, je vous félicite. Mais maintenant, moi, je vais aller voir le brocanteur qui me l'a prêté. Il va vous dire le nom, exactement comment ça fonctionnait, ce qui paraît assez simple quand même. Merci beaucoup, mesdames. Me revoilà, Serge. Rebonjour. Ça va? Ça va bien, oui. Alors, je reviens avec l'objet mystère du jour. C'était un magnifique objet mystère. Bon, finalement, j'ai quand même une personne qui a trouvé. Quelqu'un a trouvé qu'il s'agissait effectivement de mouiller les enveloppes pour les coller. Ah, bien, bien, bien. Mais du coup, je suis allée plus loin et j'ai dit, est-ce que vous pouvez trouver le nom? Et la personne n'a trouvé. Ah, ouais. Alors, comment ça s'appelle? Alors, ceci est un mouilleur épistolaire. Un mouilleur épistolaire. J'adore ce nom. Voilà. C'était utilisé quand? Fin 19e, début 20e. Et vous en avez trouvé beaucoup, des objets comme ça? Non. Un. Et j'en ai jamais revu d'autres. C'est fabriqué en quoi exactement? C'est du régule. Du régule, un mélange d'étain et de plomb. C'est ça. Et là, c'est du cuir, c'est ça? Voilà, ça c'est une gaine en cuir. Un petit gainage en cuir. Voilà, donc on ouvre. L'eau. Et il suffisait juste de le retourner comme ça? Même pas. Par capillarité, la mèche qui trempait dans l'eau. Se humidifiait directement. Voilà. Et on le passait Et on comme passait ça. sur l'enveloppe. C'est un objet assez raffiné. Extraordinaire. Et vous le vendez aujourd'hui ou vous le gardez pour vous? Oui, je suis brocanteur, je vends. À quel prix, je peux vous demander? 250 €. 250 Ouais. €, parce que c'est une rareté. Voilà, c'est très original, ça sort. Pour un collectionneur, c'est une pièce recherchée. Je vous dis au revoir. Au revoir. À bientôt, Serge. Au revoir, merci. I feel you touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I Il nous arrive souvent en brocante de céder un véritable coup de cœur. Mais est-ce que c'est en même temps une bonne affaire? Est-ce qu'un professionnel, lui, l'aurait acheté? Eh bien, pour le savoir, Jour de Brocante vous propose chaque semaine de suivre un professionnel dans sa journée de Chine. Et aujourd'hui, c'est tout près d'ici, à Montreuil, que nous allons. Nous sommes à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Patrice Gorlez, brocanteur, nous emmène à la découverte d'un nouveau lieu de Chine. Quand vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, il y a déjà le plaisir de la découverte. Et puis en plus, le risque de trouver un objet que les autres n'ont pas vu. On y va? Depuis 20 ans, l'association Neptune collecte des milliers d'objets dont la revente assure la réinsertion sociale de ses membres. 1000 mètres carrés de hangar, un beau terrain de jeu pour notre brocanteur. On suit son nez, on va droit devant et puis on regarde. Les objets sont souvent là à l'endroit où on s'y attend pas. Comme pour ce fauteuil, déposé au milieu d'autres sièges. Patrice remarque immédiatement qu'il sort tout droit des années 40. Si vous voulez, déjà, il a un dessin très cubiste.
Donc on peut déjà se dire que c'est un siège qui est après 1930, parce qu'avant c'est toujours des formes assez rondes. Et puis en même temps, bon, vous voyez qu'il est quand même excessivement bas, alors que les sièges avant étaient plus hauts. Un design bien particulier, très à la mode en ce moment. Celui-là, je ne pense pas qu'il soit d'un grand faiseur, mais ce qu'il a d'original, c'est que les accotoirs sont suspendus et qu'il n'y a pas d'appui qui reviennent ici. Ce qui fait que c'est un petit peu mieux que d'habitude. Apparemment, il est en bon état d'usage, il n'a pas souffert. Il a une couverture qui est probablement pas celle d'origine, mais puisque ça, c'est un velours de Krylor, donc ça n'existait pas à l'époque. Le Krylor est un velours synthétique dont le début de la fabrication remonte aux années 50. Vous voyez qu'en dessous, il a été refait, parce qu'on a mis comme toile de propreté un coutil de matelassier. À l'origine, c'était toujours un tissu plus ou moins beige-gris qui était censé empêcher la poussière. Non, il a été bien fait, bien recouvert, c'est un beau travail de tapissier. Mais la règle essentielle quand on chine un fauteuil, c'est évidemment de l'essayer. On est bien assis, les accotoirs tombent bien. Voilà, il manque plus qu'une bonne télé et puis un petit quelque chose, un petit apéritif pour être à l'aise, quoi. Ce fauteuil est vendu 75 €. Est-ce le juste prix pour Patrice? Ouais, c'est une bonne trouvaille. C'est surprenant de trouver ça et ça fait plaisir de trouver ça ici. Les dons des particuliers offrent parfois de belles surprises. C'est le cas pour ces deux faïences dont Patrice reconnaît la matière au premier contact. Ça a un aspect mat et en même temps un aspect doux. Et sous le doigt, on sent que ce n'est pas lisse. Donc on sait déjà que c'est du biscuit. Le biscuit est une porcelaine cuite à très haute température, non émaillée. Les premiers datent du XVIIIe siècle. Si leur allure laisse penser que ces petits personnages sont d'époque, Patrice nous apprend à ne pas nous fier aux apparences. Ici, vous les voyez parfaitement, là, les traces de moulage. Là. En fait, c'est un moule en deux parties. C'est des choses qui sont venues de moulage mécanique et non pas de moulage main. Les petits personnages qui sont comme ça, je pense qu'ils ont au maximum une cinquantaine d'années, au minimum une trentaine d'années. Mais avec le biscuit, peu importe l'époque, car tous ces objets en faïence ont un public déjà acquis. C'est les femmes qui achètent ça, qui aiment bien ça. Et bon, bien entendu, vous avez des collectionneuses enragées pour ce genre d'objets. Et en plus, ils ont l'avantage d'être deux. Quand vous avez ce qu'on appelle des personnages qui se regardent, comme ceci, bon, quand on a un personnage tout seul, c'est toujours moins agréable. C'est toujours la paire qui fait plus la valeur des objets. Et l'état? Quand vous chinez ce genre d'objets, n'hésitez pas à les prendre en main pour vérifier qu'ils sont toujours intacts. Tout ce qui est relief, en fait, est fragile. Les rubans, là, sont pas cassés. La plume du chapeau n'est pas cassée non plus. Donc, c'est déjà signe qu'ils ont été pas trop maltraités. La petite fille, elle est impeccable. Par contre, vous voyez que là, vous avez des taches jaunes. Alors, tout ce qui est traces de jaunissure sur les biscuits blancs peuvent se faire disparaître avec de l'eau oxygénée concentrée, la plus forte concentration possible. Ils sont affichés à 60 € la paire, une belle affaire pour Patrice. C'est pas vraiment de l'antiquité ni de l'objet d'art tel qu'on voudrait le définir, mais c'est de la bonne brocante, c'est toujours de la marchandise sympathique et qui malgré tout se raréfie. De jolis objets de décoration qui ont toujours leurs amateurs, comme pour ces deux céramiques de juin que Patrice reconnaît en un coup d'œil. Vous pourriez me les montrer, madame, s'il vous plaît? Malheureusement, ce cache-pot est en très mauvais état. Oui, celui-là a été réparé avec du scotch. Il y a des sanguinaires parmi les propriétaires d'objets d'art. Oui, c'est dommage qu'il soit cassé comme il est cassé. Patrice sait que l'objet a perdu toute sa valeur. Il ne s'attarde pas davantage et passe tout de suite à la seconde pièce. C'est signé ici Gien. Donc c'est une signature en plus d'un alphabet Art Nouveau, c'est-à-dire après 1880-1890. Celui-là est un bel objet parce qu'il a des belles couleurs. Il a surtout un très beau bleu de cobalt, appelé aussi bleu de France. Mais ce qui intéresse notre brocanteur, c'est le motif du plat. Là, c'est deux tritons. Là, vous avez deux dragons qui sont repris. Là, vous avez ce qu'on appelle deux dauphins qui sont surplombés de deux oiseaux. Enfin, c'est tout un bestiaire mythologique qui date en fait de l'époque de Louis XIV. Donc vous pouvez voir que tous ces décors étaient répétitifs parce qu'en fait, ils étaient faits au pochoir. Les pochoirs ont été utilisés jusqu'aux années 30 et permettent donc de dater la fabrication de cette pièce à la première moitié du XXe siècle. On peut voir qu'en fait, c'est un objet qui avait été fait pour un usage uniquement décoratif, parce que là, vous avez deux trous, donc ce qui explique probablement qu'il n'est pas abîmé, parce qu'il n'a jamais servi à autre chose que d'être accroché à un mur.
C'est un bel objet, je ne sais pas combien vous le vendez, madame. A priori entre 150 et 180 €. Oui, ça me paraît tout à fait raisonnable comme prix pour un objet qui est en très bon état. Dernier conseil de brocanteur, dans des endroits comme l'association Neptune, où les dons d'objets ne cessent jamais, pour ne pas passer à côté d'une belle occasion, n'hésitez pas à revenir chiner régulièrement. I heard you on the wireless back in 52, lying awake, intent at tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. La Bastille, tout le monde le sait, était une prison. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Eh bien des clés. Et oui, et très rares, puisqu'elles ne sont que 3 à avoir été retrouvées. Et figurez-vous que l'un des heureux propriétaires de ces 3 clés est ici, aujourd'hui, à la brocante. Alors je ne résiste pas au plaisir d'aller vous faire découvrir cette pièce exceptionnelle. Bonjour Marc. Bonjour Clémentine. Vous allez bien? Oui. Marc est brocanteur spécialiste dans les clés et il y a une boutique juste à côté d'ici qui s'appelle au Passe-Partout. Ça ne s'invente pas quand même. Absolument, c'est une quelqu'un qui fait des spécialité. clés. Bon alors vous avez cet objet qu'à mon avis plein de brocanteurs ici vous envient. Et moi je vous avoue que ça me fait rêver. Je veux voir cette fameuse clé. Ben, je vous la montre. Dans la poche tout simplement. Laissez-moi la toucher juste. C'est pour vous. Je tiens une clé qui a plus de 2 siècles quand même. C'est incroyable. Il paraît qu'il n'en reste plus que 3 dans le monde. Oui, alors la celle qu'on connaît bien, c'est celle du musée Carnavalet, qu'on peut voir malheureusement plus. Elle a été descendue dans les réserves. Et vous avez celle que le général Lafayette a donnée à George Washington et qu'on peut voir aux États-Unis, au Mont Vernon. Et c'est la 3e qu'on est venu me présenter à la boutique pour que j'en fasse l'expertise lors d'une future vente aux enchères. Et, qui se vous passe avez eu à un Rennes. coup de chance. Voilà. Et donc, La clé est venue à vous. Voilà. Alors montrez-moi, expliquez-moi comment vous pouvez être sûr que cette clé, c'est bien une des clés de la Bastille. Alors c'est exactement la sœur jumelle de celle qui est au musée Carnavalet. Vous avez le même type d'anneau qui est d'ailleurs une poignée, hein, en forme d'olive, et vous avez le panneton, c'est-à-dire la partie qui rentre dans la serrure en forme de 2, et celle du musée Carnavalet étant un tout petit peu plus petite, mais c'est pour la même serrure. Et nous avons un autre intérêt, c'est le chiffre qui a été marqué, le chiffre 15. Oui. Et que nous avons aussi sur la clé du musée Carnavalet. C'est quoi ce numéro 15? Alors, ce numéro 15, on peut toujours rêver. Il y avait 8 tours à la Bastille, 8 tours très, très importantes. Ah, c'est les tours qu'on voit là. C'est les tours absolument qu'on voit ici. Elles faisaient 1,80 m d'épaisseur au plus petit. Et puis, vous aviez pratiquement 2 clés par tour et des clés aussi pour ouvrir les grilles qui défendaient les portes. J'imagine que quand on vous a amené cette clé et qu'après expertise, vous vous êtes dit c'est bien une clé de la Bastille, ça a dû être une émotion très forte. Écoutez, oui, il fallait absolument que je me la procure. Et vous la vendriez? Non. Ah, vous la gardez précieusement? Je la garde, oui. Je peux vous demander juste comme ça combien ça peut valoir? Écoutez, non. C'est un secret. Non, c'est pas un secret, Ça mais n'a vous pas de savez, prix. vous tapez Van Gogh ou Renoir sur votre ordinateur et vous allez en trouver. Vous tapez clé de la Bastille. Vous n'en trouverez pas. Voilà. Et c'est le principe de l'objet de curiosité qui n'est pas forcément très cher, mais qui est beaucoup plus rare que n'importe quel peintre aujourd'hui. Et en faisant une véritable enquête généalogique, Marc a découvert que le premier propriétaire de cette clé n'était autre qu'Abraham Alcan, un officier qui a participé à la prise de la Bastille en 1789. Est-ce qu'il y a d'autres vestiges de la Bastille? J'imagine que quand on a pris la Bastille, il n'y a pas eu que les clés, des gens se sont servis. Alors, il se trouve qu'il y a eu un personnage très important qui s'appelle Palois, et ça c'est assez extraordinaire, on ne le sait pas toujours. Le 14 juillet, il a pris l'initiative de démolir la Bastille de son propre chef. Il avait commandé 400 ouvriers, et d'ailleurs sur certaines gravures, on voit des gens qui démolissent la Bastille par le haut, et en fin de compte, c'est 400 ouvriers à la solde de Palois. Mais est-ce que les ouvriers eux-mêmes ont récupéré des morceaux de pierre? Parce que moi, j'ai un petit bout du mur de Berlin. Ah oui, oui, c'est un peu la même chose à une époque différente. Mais ce Palois, en fin de compte, était assez extraordinaire. Il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé le souvenir parisien. Vous savez, la petite tour Eiffel. C'est lui? En quelque sorte, c'est lui, parce qu'avec tous les matériaux de la Bastille, il a fait des souvenirs. Ah oui, c'est ça. Il a fait faire des couteaux, il a fait faire des objets. J'ai eu en main un encrier. Mais ces pierres n'ont pas servi à construire d'autres choses dans Paris? Absolument. Vous êtes bien renseigné. On a construit la totalité du pont de la Concorde.
À tout le pont de la Concorde, ce sont bien des pierres de la Bastille. Merci beaucoup, Marc. Au revoir. Sing out the phone to let me know you made it home. Don't not to be wrong with part-time lovers. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. Comme chaque semaine, Jour de Brocante vous emmène à la découverte d'une maison d'hôtes entièrement meublée brocante. Et aujourd'hui, c'est Philippe et Véronique qui nous ouvrent les portes de leur demeure du XVIIIe siècle. Ils l'ont entièrement rénovée, elle est située dans le Loiret et elle a été redécorée uniquement avec des objets anciens, ça a un charme fou. Sainty, dans le Loiret. C'est dans cet écrin de verdure que Véronique et Philippe ont ouvert leur maison d'hôte au sein de cette bâtisse typique de la région. À la Feuillet, Philippe officie en cuisine, Ginger, la mascotte, se prélasse, tandis que Véronique s'occupe de la décoration et de l'intendance. On a décidé, il y a un petit peu plus de 3 ans, d'ouvrir des chambres d'hôtes parce qu'on avait le lieu déjà, on avait beaucoup de choses à y faire. Et puis on aime recevoir du monde, on aime avoir du monde à la maison, on aime partager ces moments de convivialité. Et toutes ces choses réunies nous ont fait démarrer sur notre idée de maison d'hôtes. Bonjour, bienvenue Véronique. Donc allez-y, je vous en prie. Bienvenue à la Feuillet. Le sourire, les échanges, les poignées de main, ce premier contact, c'est un moment magique. Si pour Véronique l'accueil est primordial, elle met aussi un point d'honneur à personnaliser la décoration de la maison. Nous allons toujours chiner. Quand je vois un objet quel qu'il soit, j'ai un coup de cœur, j'ai quelque chose d'intuitif et je sens qu'il peut y avoir quelque chose qui va s'articuler dans notre décoration, dans notre maison. Et quand j'achète un objet, je ne sais jamais où je vais pouvoir le poser. Mais je sais qu'il trouvera sa place dans notre maison, c'est sûr. Clin d'œil à son activité de maison d'hôte, Véronique n'a pas hésité à jouer la carte du mobilier d'hôtel dans l'entrée, comme avec ce porte-bagages chiné pour 400 €. Alors on l'a trouvé dans un petit hôtel du 17e arrondissement qui fermait ses portes et qui vendait tout son matériel. Et on avait trouvé que cet objet était beau. C'était important pour nous de pouvoir le transmettre aussi dans l'accueil de nos hôtes. Ça a toute sa place bien évidemment dans un hall d'entrée pour une maison d'hôtes. Et puis on a aussi un autre objet là, dont on se sert et qui a toute sa place également. C'est la sonnette de réception d'hôtel. Et nos hôtes, quand ils arrivent, ne manquent pas de nous dire bonjour. Des objets symboliques dans le hall de l'entrée qui côtoient des vases hauts en couleur, une vraie passion pour Véronique. Alors j'aime beaucoup décorer avec la couleur. C'est vrai que là c'est un exemple de barbotine qui représente des fleurs, ce sont des objets de thème naturaliste. Les barbotines, c'est une technique de céramique du 19e. On l'a chinée en Normandie dans une petite brocante, on l'a payée autour de 400-450 €. Et les barbotines pour moi ont vraiment un écho parce qu'il y en avait chez ma grand-mère. Il y avait des petites choses comme ça qui étaient sur ses tables de chevet, qui étaient dans son entrée. C'était beau et je me souviens que je passais parfois du temps à les regarder. Et maintenant, c'est certainement quelque chose que je prolonge aussi aujourd'hui dans ma décoration en ayant des barbotines un petit peu par-ci, par-là. Et on en trouve jusque dans les chambres, dans lesquelles la décoration a été pensée avec des thématiques. Alors cette chambre-ci s'appelle Symbolique essentielle. C'est la chambre où se trouvent les meubles de ma grand-mère. Donc c'est à la fois symbolique, bien évidemment, et cela m'est essentiel. On y trouve une commode, une armoire, comme dans beaucoup de chambres à cette époque-ci, et les guéridons qu'on appelle de forme violon, guéridon-violon. Donc c'est du mobilier en acajou, et celui-ci, je sais que c'est celui de ma grand-mère, parce que j'y retrouve quelques petites traces du temps, et notamment une trace d'un pot de fleurs. Elle avait l'habitude de poser un pot de fleurs dessus. Maintenant, je cache ce petit défaut par une de mes sculptures. J'en ai acheté un deuxième que j'ai trouvé sur une brocante pour en faire une paire. C'est peut-être un guéridon qu'on a eu à 50 ou 60 €.
Elle a également eu l'idée de mettre en valeur les cols de dentelle et les pochons de ses grands-mères sur les murs. C'est quand même plus intéressant de pouvoir les avoir à disposition à la vue et pouvoir les admirer que de les avoir simplement pliés dans un tiroir. D'ailleurs, ça donne beaucoup d'idées à nos hôtes. Et j'aime assez cette histoire de bonnes infos, de bons petits trucs qu'on se passe, qui circulent. Je trouve ça très chaleureux. C'est essentiel. Encadrer les dentelles, les pochons brodés, mais aussi un foulard en soie, comme dans cette autre chambre qu'elle a baptisée Chicissime. Une pièce à la décoration à la fois sobre et élégante. À l'inverse de la chambre voisine, à l'esprit baroque. Alors là, on est dans la chambre qui s'appelle Présumée innocente. C'est une chambre, un autre univers, une autre ambiance. C'est les couleurs dorées, les couleurs mauves, des meubles noirs, époque Napoléon III. Tout ça c'est chiné, tout ça, ça a été composé de choses diverses et variées. Dans cette chambre, il y a les étagères à musique. Ça permettait, dans les compartiments qu'on voit là en bas, d'y déposer tout simplement les partitions de musique. C'est un objet, celui-ci est plutôt en très bon état, que j'ai payé de mémoire entre 90 et 120 €. Hein, c'est à peu près la fourchette. La plus petite, là, autour de 70-90 €. Et ça, moi, c'est des choses qui me parlent, c'est des choses qui me font du bien, c'est des choses que j'ai envie de partager, c'est des choses que j'ai envie de montrer. Je suis partie aussi sur les petits miroirs. C'est vrai que je devais en avoir un ou deux, et je trouvais que d'en mettre un seul sur un panneau, c'était un peu tristoun. Donc ben voilà, j'en ai trouvé 3, 4, 5. Ça, c'est vraiment des petits objets qu'on trouve absolument partout, tous les vide-greniers, toutes les petites brocantes, et ça coûte entre 1 et 5-6 € quand on fait des folies, quoi. La salle à manger est la pièce où se mêlent la cuisine de Philippe et la décoration de Véronique. Ici, ils ont voulu donner une ambiance traditionnelle à la française. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour ce soir? Un marbré de foie gras et de confit de canard. Super. Et puis une ballotine de saumon avec un risotto aux petits légumes confits. Voilà. Waouh, génial. Eh bien, écoute, je vais leur dire tout ça. C'est parti, chef. Mais avant de passer à table, c'est dans le salon que les hôtes peuvent se délasser en jouant avec l'ancien billard français. Ah, c'est bien évité. Un peu fin. Trop fin, trop fin. Oh, je vois que vous êtes arrivés naturellement tous les quatre vers le billard. Ah ouais, c'est bien sympa en tous les cas. C'est magnifique. C'est détendre un peu après la route. Là. On a acheté ça il y a quelques années de ça dans une brocante en Normandie. Des belles trouvailles. Voilà, c'est aussi un joli meuble et avec une fonction ludique et conviviale. Donc tout la feuillet, quoi. Voilà. Avec leur maison d'hôtes Esprit Brocante, Véronique et Philippe ont su taper dans le mille. Music is a world within itself, with a language we all. C'est drôle ça, je savais pas qu'il les faisait en BD, Laurel et Hardy. Avec le disque. Il est dedans? Oui. Oh oui. Oh, des pralines. Mais est-ce que vous les faites à l'ancienne? Je suis sur une brocante. Bien sûr, évidemment, l'ancêtre du bonbon. L'ancêtre du bonbon? Mais je mange ça sur la plage normalement l'été. Mais non, sur la plage, c'est chouchou, c'est une escroquerie en fait. C'est vrai qu'en brocante, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment l'origine, c'est l'amande à dragée, c'est celle-là et pas une autre. Elle est spéciale? Parce qu'il faut se méfier des contrefaçons en fait. Il y a des gens qui vendent des amandes, mais c'est pas la vraie. Même en dragée, il y a des contrefaçons. Bah oui. Vous en voulez une? Je sais pas moi. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Le salon de la Bastille, ce sont tous ces stands dehors, mais il y en a aussi de nombreux à l'intérieur. Vous me suivez? You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Une femme n'a jamais assez de chaussures ni de sac à main, c'est bien connu. Et pourtant, on ne peut pas toujours s'offrir celui dont on rêve, parce qu'un beau sac, c'est souvent très cher. Sauf si on le trouve en brocante. Les sacs à main vintage nous séduisent toujours autant, d'autant plus qu'ils ont évolué en même temps que notre mode de vie et qu'eux aussi racontent une histoire. Venez avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Glantine. Ça va bien? Ça va. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin'. Je viens d'expliquer qu'en brocante, on trouvait de très beaux sacs à main, moins chers qu'en magasin. Vous confirmez? Oui, je confirme.
à peu près, le Nettement. nombre de prix? Alors, pour les sacs griffés, ça va être entre moins 30, moins 40%. C'est déjà pas Et mal. sur les sacs non griffés, ça n'a rien à voir en équivalent. Moi, je veux savoir un peu comment les sacs ont évolué. Je vois que vous avez des tout petits sacs ici. Alors, de quoi s'agit-il? Les bourses, c'est Alors très là, très vieux ça. là, non? vous avez une bourse en velours et celluloïde, donc qui date des années 20. Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est incroyable le oui, travail. C'est très très joli. Et donc, la femme le tenait comme ça. Et qu'est-ce qu'on mettait dedans? Que du maquillage. Il n'y avait rien d'autre à mettre à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, donc elles n'avaient pas besoin de mettre grand-chose. Juste Voilà. le maquillage et un peu de billets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, vous avez une minaudière. Alors, Alors, vous faites bien de me parler de la minaudière. Ça veut dire quoi exactement, la minaudière? La minaudière, c'est une petite chose comme ça, en général, une forme boîte. Et quand on l'ouvre, on a tout pour se maquiller dedans. Qu'est-ce que c'est joli! Je peux l'ouvrir ou c'est trop fragile? Allez-y, allez-y. Ça s'ouvre de quel côté? Là. Qu'est-ce qu'on mettait là? Les Les cigarettes. Qui étaient très courtes. Voilà. Ici. Là, vous clippez là. Ici, tac. Oh, Voilà. c'est génial! La C'est un poudre. objet fantastique. Placement. C'est du crocodile? C'est du crocodile, un crocodile fabuleux. Et là, Regardez. c'est quoi comme matière? C'est du métal doré, mais voilà. Et alors, C'est avec très la joli. petite anse, c'est ravissant. C'est absolument ravissant, je suis d'accord. Vous le vendez à quel prix? Alors, parce que là, il est en parfait état et que le crocodile est absolument sublime, il est entre 4 et 500 euros. D'accord, mais pour du crocodile, et c'est vrai Voilà. que c'est dans un état absolument impeccable. Et alors là, vous avez un sac, c'est magnifique. On dirait une petite manette de médecin. Exactement. Je peux l'ouvrir? Oui. Alors, voilà, vous appuyez, hop là. Ah, c'est un peu Et ça. ça, c'est merveilleux. Ça date de quand, ça? C'est les années 50. Et ça vous fait penser à qui quand vous tenez un sac comme ça? Grace Kelly. Grace Kelly, Jackie Kennedy, voilà. Elles avaient ce genre de petits sacs comme ça. C'est vraiment très joli. Alors là, on avance dans les années 60-70. Bon, le sac, il n'est pas immense, mais il est encore déjà très un bon peu en grandi. qualité, en couleur. Alors, vous me parlez de qualité, je l'ai juste touché un instant. Si vous voyez, si vous sentiez la douceur de ce cuir, c'est spécifique à ces années-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne fait plus des cuirs comme ça. La matière était plus belle à l'époque. Comment vous l'expliquez? C'était voulu par tous nos artisans français qui choisissaient des poceries, des fermoirs. Tout était fait à la main, cousu main. Et donc, la qualité dans un du- raffinement exceptionnel. Parce que là, ça a passé les années, c'est absolument impeccable. Je vais passer 2 heures à le caresser. Hein. C'est ça quand même. Comme une peau de bébé, je sais. Alors là, je reconnais quelque chose. Ah là, on oui. passe directement aux années 70. Courrèges, on le reconnaît parfaitement, en sky. Mais ça, c'est un sac qui fait mythique. il fait un peu celui-ci. sportif. Mais oui, mais ça c'était voulu par Courrèges. C'est ça Tout qui à fait. avait un côté très sportif. C'est les robes très comme ça, droites, et les sacs souples, mous. On n'a plus du tout le Ah même. oui, c'est quand vrai, on ça c'est une part. vraie évolution, Ouais, effectivement. ouais, Tout ouais. est très rigide. Ça, Et là, les on arrive dans le mou. Voilà. Ils sont réédités, ces sacs, aujourd'hui. Celui-ci, chez Courrèges, oui. Vous avez une idée du prix auquel ils le vendent? Je pense que c'est un sac qui est dans les 400-500 euros. Et vous, vous le vendez à quel prix? Moi, il est 230. Nettement plus abordable et dans un état absolument C'est impeccable. pour ça que je l'ai choisi. Mini cabas Courrèges en Sky. Fabrication dans les années 70. Estimation environ 230 euros s'il est en très bon état. Conseil d'expert, pour réparer une zone abîmée du Sky, passez délicatement un chiffon imbibé d'huile de lin. Est-ce qu'il y a une façon pour qu'ils ne s'usent pas? J'ai entendu dire qu'il y avait une position particulière. Moi, je les mets un peu les uns sur les autres au fond d'un Il placard. faut pas. Il faut absolument les conserver dans nos placards, comme ça, droit. Parce que s'ils sont couchés, on va avoir automatiquement tendance à mettre quelque chose par-dessus et ça les appuie. Et ça les abîme. Et ça les abîme. Et les anses, le problème de tous ces sacs, c'est leur fragilité, elle se trouve au niveau des Le plus anses. fragile, c'est là. Donc il faut droit et sans rien dessus. Il faut essayer de les garder dans du coton. Ah, dans du coton? Pourquoi? Ouais, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, surtout pas des sacs en plastique ou des choses synthétiques. Ah oui, ça va. Mais ça va dans devenir un plus. tissu, oui, le plus possible que ça soit du coton. Voilà. Voilà, vous avez tous les conseils pour préserver au mieux les sacs que vous achetez dans une brocante. En tout cas, on peut se faire vraiment plaisir avec des sacs de grande marque. Je vois que c'est quand même beaucoup moins cher. Des sacs non siglés et qui vont durer toute la vie, qu'on pourra transmettre à nos enfants à notre tour. Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. De rien, C'est une bonne journée. merci à vous aussi. It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything? Et voilà, c'est la fin de cette émission. Mais j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. En tout cas, on a appris beaucoup de choses, à la fois sur les objets
et sur la Bastille. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver comme tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL et dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jour de Brocante. Bon week-end! Nothing to lose. Good day from morning till night.